connaît l'image des deux infinis que Pascal a utilisé. Mais je voudrais l'utiliser sur un autre plan, qui est celui de la science politique, en disant que les sociétés humaines sont prises entre l'infinité des empires et l'infinité des nations. L'infinité des empires, parce qu'un empire peut s'étendre à l'infini, en principe. Et donc englober tout un ensemble de diversités et tout un ensemble de nations. Mais les nations peuvent se démultiplier, en revanche. Une nation, entre guillemets, on va s'apercevoir qu'elle est un ensemble de nations. Dans le mot nation a évolué. Sous la Révolution française, une nation, c'était une composante, une communauté. Par exemple, Clermont-Tonnerre, en 1789, refuse aux Juifs un statut spécial en tant que nation, mais pas en tant qu'individu. Donc la nation, ce n'est pas encore l'État-nation. Le mot État-nation est un mot assez barbare, car la notion d'État est une notion impériale. Il y a État lorsqu'il s'agit justement de faire cohabiter des nations entre elles. Comme il y a une laïcité lorsqu'il s'agit de faire cohabiter des nations entre elles, etc. Des nations, des religions, etc. S'il n'y a pas de diversité, il n'y a pas d'État. De toute façon, il y a toujours de la diversité. Donc, ça montre bien que la notion d'unité est une notion factice. Pour revenir à cette cyclicité, dont je suis le porteur, le promoteur, nous alternons, selon un cycle de 7 ans, et même de 3 ans et demi, on n'est pas dans les grands cycles du tout ici, nous alternons des périodes avec une tentative d'englober au maximum au sein d'un même ensemble, qui aboutissent à des conquêtes, qui aboutissent à des fédérations, à des unions de toutes sortes, qui peuvent s'étendre considérablement, à des périodes où, au contraire, il y a une décomposition de ces ensembles, mais une décomposition qui peut aller très loin, bien au-delà de la décomposition des empires. Ce n'est pas simplement la résurgence des nations, parce que ces nations elles-mêmes sont des empires qui peuvent elles-mêmes se décomposer. Alors je reviens sur le général de Gaulle et l'application de la théorie de l'astrologie de Yin-Yang sur la période 61-68. Parce que, comme on dit, on ne peut faire une ligne que s'il y a 2 points. Vouloir travailler sur 68 tout seul est assez vain, parce qu'on ne saura pas ce qui, dans 68, est la prolongation, le prolongement d'un processus beaucoup plus long. Donc il est vain, et tous les astronomes ne l'ont pas compris d'ailleurs, il est vain de se ne focaliser que sur une date. Il faut une succession de dates. Mais pour qu'il y ait une succession de dates, c'est un peu un cercle vicieux, il faut encore avoir un paramètre qui permette de rendre compte de cette succession. Aussi bien sur le plan des configurations astronomiques, qu'aussi bien au niveau de la résurgence de certains phénomènes psychologiques, psychosociologiques, politiques, etc. Donc il y a des conditions à remplir qui finalement ne sont pas évidentes. Cela dit, si on reste focalisé sur ces 2 dates qui sont séparées, comme vous n'avez pas manqué de le remarquer, d'environ 7 ans. En 61, De Gaulle est menacé. Il est menacé. Il y a des attentats. Et c'est d'ailleurs ces attentats qui ont conduit au référendum de 62 sur le changement du mode d'élection du président de la République,
qui qui dans la constitution initiale de 58 se faisait par l'élection d'un personnage par quelques dizaines de milliers de personnes, les notables, les représentants, les élus, etc. Et on va basculer vers l'élection des suffrages universels. Eh bien, selon un certain nombre de chercheurs, cela tient au fait qu'il y a eu des attentats. Et les attentats ont modifié la position que De Gaulle avait par rapport à ces questions. Alors, l'attentat du Petit Clamart, par exemple, a eu lieu en février 61. Ça s'appelait d'ailleurs, ça servait comme nom de code, Opération Charlotte Corday. C'est pas triste. Et donc, nous avons, ce n'est pas que ça, parce que c'est aussi l'OS, c'est aussi, moi je me souviens très bien, j'avais à l'époque une quinzaine d'années, c'est aussi le discours de Debray sur ce qui s'est passé en Algérie. Le putsch des généraux date du mois d'avril 61. C'est-à-dire presque jour pour jour avec les événements qui ont déclenché mai 68. À 7 ans d'écart. Et en mai 68, également, De Gaulle est la cible de quelque chose. Et en mai 68, également, on va vers une forme de clivage au sein même de la France. 61, c'était le refus d'abandonner l'Algérie. N'oublions pas que l'indépendance de l'Algérie n'a été signée qu'aux accords d'Évian en 62. Donc là, nous avons deux phénomènes que j'appelle yang, c'est-à-dire des phénomènes de décomposition de la nation, de décomposition d'une entité que l'on pouvait considérer à un moment donné comme constituant un ensemble d'un seul tenant. Donc décomposition de quelque chose qui était impérial. En réalité, de la même façon que nous sommes tous, tout objet est constitué d'atomes, tout ensemble politique est constitué de nations. Appelons ça nation, on peut appeler ça autrement. Constitué d'ensemble, de communautés, de groupes, de régions, etc. Alors, la phase yang, on aura compris qu'elle est centrifuge. C'est-à-dire que il y a une dispersion. Et la phase yin est centripète. C'est-à-dire qu'on va au contraire rassembler, rapprocher. Voilà ce que je voulais dire. Et voilà des choses qu'il faudrait dire dans les cours de sciences politiques et qui ne sont pas dites. Et vous imaginez bien que la méconnaissance de cette cyclicité pose problème, d'une part, parce qu'on ne peut pas parler de changement, comme je disais dans une autre vidéo, si on ne sait pas qui on est, si on n'a pas compris un certain nombre de structures auxquelles on a obéi et qui sont en nous, on ne peut pas parler de changement. De la même façon que comment une femme pourrait-elle arriver à l'égalité avec un homme si elle ne sait pas ce que c'est qu'une femme? Et a fortiori ce qu'est un homme aussi, mais ce qu'est une femme. Et si je ne sais pas d'où je pars, c'est un problème quand même. Et c'est un problème qui n'est jamais résolu parce que toujours le vouloir être l'autre, est prédomine sur la question de savoir qui je suis. On peut simplement dire je ne suis pas traité comme l'autre, je ne suis pas payé comme l'autre, mais ça ne suffit pas à expliquer qui je suis. C'est
explication psychosociologique, voilà ma condition, voilà mon salaire, voilà ma situation. Non. Il faut aussi savoir qui je suis. Et ça, c'est un autre sujet, mais qui est indissociable. Et enfin, pour conclure, je dirais, c'est une façon de parler, s'il y a des changements, est-ce qu'ils doivent s'opérer à l'échelle de toute l'humanité? Ou est-ce qu'ils doivent concerner certaines populations? Parce que partir du principe que nous sommes tous pareils, c'est aussi un problème. Qu'est-ce qui nous prouve que nous sommes tous pareils? Voyez-vous, dans l'histoire du changement, il y a la méconnaissance de ce que nous sommes, mais aussi la méconnaissance de la diversité au sein de l'humanité. Diversité, pas seulement politique, sociale, mais diversité ontologique, en tout cas diversité génétique. Vous voyez à quel point le débat est confus, puisqu'on ne sait pas d'où on vient, et on n'est pas non plus au courant de la diversité même de ce que nous sommes nous-mêmes, en combien de catégories nous sommes. Si déjà nous nions le fait qu'il y ait des hommes et des femmes, c'est mal parti.